Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans votre rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture. Bienvenue dans Belle Ligne. Il suffit d'un mot pour écrire un recueil de poèmes. La femme et sa muse. Le poète s'en inspire pour chanter l'amour dans un silence bruissant. Entre la femme aimée et celle violée, l'auteur valse entre espoir et désespoir. Mais les mots sont un remède pour lui afin d'exorciser les démons qu'entretient un silence social coupable. Belle Ligne brise le silence en accueillant l'auteur de Silence bruissant. Il s'appelle Ibrahim Brice Djerkoué. Bonsoir. Bonsoir Papa Lune. Merci de participer à cette invitation. Et c'est tout à mon plaisir de répondre à votre invitation. Le cœur du poète est un monde dirigé par la femme. Êtes-vous un valeureux soldat au service des déesses? En effet, en tout cas, je compte l'être et c'est un combat que j'essaie de mener depuis toujours, que j'espère pouvoir continuer à mener toute ma vie durant. Quand on dit le mot amour, ça vous renvoie à quoi? Passion, vie, amour, j'ai envie de dire que ce triptyque-là va ensemble. Quand on me dit amour, je pense à la passion, je pense à la vie, parce que finalement, la vie elle-même repose sur l'amour. 5 lettres, 1001 interprétations dans ce livre. Et quand on parle de l'amour, pour ce livre, il se conjugue au féminin, la femme. Normalement, vous êtes un chant de la femme, ça se voit. En effet, je suis un être passionné d'amour et quand je dis amour aussi, je pense à amour au féminin. Je pense que d'ailleurs, ce n'est pas gratuit que le mot se mette au féminin au pluriel parce que c'est de l'amour pour toutes les femmes, pas seulement pour un type de femme. C'est l'amour pour la mère, c'est l'amour pour la sœur, c'est l'amour pour l'épouse, c'est l'amour pour celle avec qui nous avons eu une relation amoureuse, fût-elle passagère. Aujourd'hui, parler l'amour dans ce contexte-là est difficile. Il y a le féminicide. On sort très triste pour ces femmes-là, ces valeureuses femmes-là que vous chantez, mais aujourd'hui évoluent dans une prison à ciel ouvert. Il faut dénoncer cet art social. Et c'est ce que nous tentons de faire dans ce silence bruissant, dénoncer l'ensemble des violences exercées sur les femmes, des violences, parfois on met l'accent sur les violences d'ordre physique, mais elles sont aussi psychologiques. On a une société qui violente la femme de diverses manières. Nous avons aussi des violences telles que le viol qui sont physiques, qui sont exercées sur les femmes et les jeunes filles. Parce que quand on dit femme, souvent on pense à la femme adulte, etc. Mais il y a aussi la jeune fille qui est violentée, qui est aussi violée. Et nous faisons défenseurs, ambassadeurs de la cause de la femme. C'est pour cela que grâce à la seule arme dont nous disposons, qui est la plume, les mots, nous essayons de mener le combat. Mais pourquoi les femmes sont-elles prises pour cible? Et pourtant, elles sont la matrice sociale. Où se situe le problème? Mais dans notre société africaine, la question que vous posez est encore plus pertinente parce que traditionnellement, nous sommes une société qui donne une place mais très importante, une place primordiale à la femme. J'ai en tête... Est-ce que ce n'est pas l'aspect théorique? Parce que dans la pratique, ce que l'on voit, ce que les médias relaient, ce sont des violences au quotidien. J'ai envie de dire que c'est une transformation qui est venue avec le temps. Quelqu'un m'a dit un jour... Il est lié à la modernité. Mais en effet, quelqu'un m'a dit un jour, Brice, sais-tu que nos sociétés sont à la base matriarcales? Oui, quand on parle de la société du Wallo avec les femmes de Nder. Mais alors, pensez-vous que si on réveillait les femmes de Nder ou les reines Ashanti du Ghana, leur disant qu'en 2020, nous sommes encore en train de nous battre pour le respect de la femme, pour le respect des droits de la femme, elles ne seraient pas étonnées de ce que nous sommes devenus. La question donc à se poser, c'est dans notre trajectoire, à quel moment notre civilisation, notre société a-t-elle évolué, mais de façon malheureuse, au point de sous-estimer, de sous-considérer la femme? Qu'est-ce qui a changé? Les hommes, la société reste la même. Les idéaux devraient rester les mêmes. Aujourd'hui, pourquoi avions-nous pris
cette mauvaise pente? Mais nous sommes une société qui a été agressée. Il faut le dire. Nous avons subi au contact d'autres civilisations, notamment celles venues avec la colonisation, quand même un changement dans nos us et dans nos coutumes, oui, qui peut-être est à l'origine de cette dépréciation, j'ai envie de dire, de la valeur de la femme. Parce que l'Africain typique et traditionnel accorde normalement, je dis bien normalement, une valeur mais immense à la femme. Est-ce donc au contact d'autres civilisations, est-ce au contact de la modernité et de la copie que nous faisons d'autres civilisations que nous sommes en train de changer, que nous avons changé au point d'agresser autant la femme? La question reste posée. Mais la mondialisation devrait être une richesse. La rencontre de l'autre, c'est également la rencontre de la culture de l'autre. N'est-ce pas une mauvaise excuse ou bien une excuse facile de se réfugier dans notre civilisation en disant qu'elle protège la femme, mais le danger vient de l'extérieur? Alors, la civilisation devrait être, la mondialisation devrait être richesse. C'est ça la réalité. Oui. Mais quelqu'un disait que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Contrôlons-nous ce que nous recevons? Nous pouvons avoir le contrôle sur ce que nous donnons, mais contrôlons-nous assez ce que nous recevons? C'est peut-être en recevant que nous avons reçu quelque chose qui n'était pas utile ou bien qui est à l'origine de cette dépréciation de la valeur de la femme. Mais encore, oui, je n'ai pas envie que l'on retienne simplement qu'il s'agit de l'agression de l'autre seulement, qui fasse qu'aujourd'hui la femme perde de la valeur ou bien est violentée ou est violée. Non, ce n'est pas seulement le danger, il est exogène, mais il est aussi endogène. Il est aussi endogène, il est très endogène d'ailleurs. Nous-mêmes, aujourd'hui, dans notre évolution, à considérer que nous n'ayons pas eu cette rencontre avec l'autre, oui, sommes-nous les mêmes Africains que nous étions? Sommes-nous, le type africain n'a-t-il pas évolué au-delà même du contact avec l'autre? N'a-t-il pas évolué dans sa façon de voir? N'a-t-il pas évolué, l'évolution pouvant être positive comme négative, n'a-t-il pas évolué aussi dans sa façon de s'auto-traiter et de traiter l'autre avec lequel ou avec laquelle il partage cette société-là? Est-ce que moi, Africain, je reste toujours authentique comme avant pour donner une vraie valeur à la femme, ou bien je me suis aussi imposé un changement sans même le contact de l'autre, ce qui fait que je manque de respect aujourd'hui à la femme. Donc les questions sont multiples et diverses. Il faudrait, je pense, les poser sur la table, en discuter au niveau des instances officielles, mais aussi des instances officieuses, et intégrer le respect de la femme tel qu'il était avant. Peut-être y insérer une évolution d'ailleurs moderne, mais insérer cela dans notre système éducatif, insérer cela dans l'éducation en général, qui n'est pas qu'instruction que l'on reçoit à l'école, mais aussi insérer cela dans nos familles d'éducation. Comment élève-t-on le jeune garçon par rapport à la jeune fille? Et on n'est pas femme, on le devient. Les dangers commencent dans la première cellule de base, c'est-à-dire la famille. La femme est confinée, l'homme est favorisé. Aujourd'hui, donc forcément, le changement devrait être opérant et opérationnel dans la métaphysique sociale. Nous sommes très d'accord. Nous sommes très d'accord. Cette cellule de base, oui, dont vous parlez, Papa Lune, interrogeons-la. Regardons dans la famille sénégalaise, oui, comment est élevé le petit garçon et comment est élevée la petite fille? N'élève-t-on pas la petite fille à être la soumise et celle qui est préposée aux tâches ménagères, pendant que le petit garçon est le héros naturel, mais aussi le patron naturel qui est servi et qui n'est que rarement au service quand il s'agit de muscles? Ces interrogations-là sont à poser sur la table pour faire encore prendre conscience à nos cellules familiales sur les dangers qui pourraient en tout cas naître de ce type d'éducation différenciée que nous mettons entre jeunes garçons et jeunes filles. Et d'ailleurs, la question est d'autant plus profonde que non seulement ça ne dépend pas de l'éducation familiale, mais la naissance. Avoir un garçon est chanté, oui, au détriment d'une fille. On considère comme étant un être inutile, excusez-moi du terme. Effectivement, parce qu'il y a une supériorisation, si le terme est permis, de l'homme sur la femme. Avoir un garçon
c'est être quelqu'un de brave. Avoir une fille est souvent collé à être quelqu'un de faible. J'ai envie, chaque fois qu'on m'a donné cette thèse-là, de dire que, tiens, la dame qui m'a donné 2 enfants, un garçon et une fille en même temps, mais tiens, finalement, où est-ce qu'on la classe? Alors, il y a ces questions-là à poser. Je suis très d'accord, mais dans la réalité, ce qu'on doit, et c'est le combat que doit mener presque tout le monde, en tout cas, je le pense, mettre sur un même pied d'équité, je ne parle pas d'égalité, mais d'équité, les hommes et les femmes, les enfants filles et les enfants garçons. N'est-ce pas un idéal? Parce que sur le plan théorique, tout est rose. Dans la pratique, tout est rouge, il faut le dire. Et pourtant, ce sont les femmes qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller chercher de quoi vivre. Ce sont les femmes qui éduquent, qui nourrissent. Mais ce sont les femmes qui sont marginalisées. Cette marginalisation également, ces marginalisations, pour parler un peu l'aspect pluriel, ne sont-elles pas également dues aux femmes? Elles se blottissent dans un carcan qui les noie un peu, jusqu'à qu'elles soient non pas des actrices, mais des sujets sociaux. Thomas Sankara, que j'aime beaucoup et qui s'est aussi beaucoup battu pour les droits des femmes, disait, je cite, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son tort. » Et cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Cheranta, je pense, disait aussi que nous avons tellement l'esprit colonisé que finalement, même quand on nous sort de la porte de la colonisation, nous revenons nous-mêmes. N'est-ce pas le même problème que les femmes sont en train? La société leur a tellement dit, vous êtes inférieurs, vous êtes au bas niveau, vous êtes, que finalement, elles considèrent qu'elles sont ce que la société leur dit. Et les codes leur sont imposés, le comportement leur est imposé, leurs croyances leur sont imposées, tout finalement leur est imposé. Et malheureusement, nous tombons dans une acceptation de la part des femmes qui fait que ces pratiques ne peuvent que prospérer. Alors, comment opérer la rupture épistémologique? Ça passe sur le chemin de l'école, de la connaissance, du savoir? De la connaissance, du savoir. Mais il y a l'analphabétisme. C'est pourquoi j'ai envie de dire de l'éducation en général. Et quand je dis éducation, je ne mets pas qu'instruction. C'est cela que l'on reçoit à l'école. Mais la famille, c'est-à-dire l'éducation, comment on la donne aux enfants dans la propre cellule familiale, tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi important. Et je ne veux pas être nihiliste non plus, parce qu'il y a des combats qui sont en train d'être menés par de valeureuses femmes à leur côté des hommes. Nous essayons d'en faire partie, nous essayons d'appuyer ce combat-là, et ce sont des combats qui portent de plus en plus leurs fruits. Aujourd'hui, la femme s'exprime un peu plus. Nous avons même la loi sur la parité qui n'est pas totalement satisfaisante, mais qui est un premier pas, qui est un petit pas, et un ensemble de petits pas peut-être nous donnera satisfaction à la fin de la journée. En tout cas, le poète comme le soldat mène le combat. Mais quand on voit le poème sur Amina, la petite Amina, le soldat est désarmé à cause d'une pratique passée sous silence dans nos sociétés, l'inceste. À chaque fois que j'ai relu ce texte, Amina, j'ai été très triste. Vous pouvez constituer ce texte-là à lui seul un roman. En effet, parce que même si c'est un texte fictif, je suis conscient de sa dimension quelque peu réelle, parce que l'inceste est même réel. Mais se passe réellement dans nos familles. C'est en train d'arriver, mais qui est passé sous silence. C'est passé sous silence. Aujourd'hui, combien de filles sont victimes d'inceste dans leur propre cellule familiale, mais n'osent s'exprimer en raison de pesanteurs sociales qui leur disent qu'en effet, vous devez subir, parce que ça vient de l'ascendant et encore de l'ascendant père, c'est-à-dire ce n'est pas la femme qui est à l'origine de ça. C'est pas le papa, c'est le père, le côté biologique. Effectivement. Le côté biologique, On ne touche pas à ce père-là qui est, voilà, qui, j'ai envie de dire, un peu Dieu sur terre. Et
malheureusement, ces pratiques ne sont pas assez dénoncées. Cette pratique qu'est l'inceste n'est pas assez médiatisée en raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pesanteurs sociales, de jugements sociologiques qui sont présents. Mais je rêve encore, oui. je rêve encore avec la plume, je rêve encore quand je suis couché, je rêve encore quand je suis debout, de vivre dans une société où ces pratiques-là seront immédiatement dénoncées et immédiatement réprimandées. Ibrahim Brice Dier Koué, sommes-nous dans une société malade? Très malade, je le pense. Très malade, et ce sur tous les plans. En tout cas, sur beaucoup de plans. Nous sommes en train de parler de la femme, mais sur le plan politique, nous sommes malades, sur le plan administratif, sur le plan du traitement de notre avenir, et j'entends par avenir l'enfance au Sénégal, nous sommes une société, je le pense, profondément donc forcément, malade. Un dop social s'impose. Et c'est nécessaire. J'entends souvent l'expression, et je l'aime beaucoup, mais il nous faut effectivement ce dop social-là, repenser le Sénégal actuel, le confronter au Sénégal d'avant pour imaginer un Sénégal à venir qui pourrait être très utile pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce dop social doit forcément passer par la revalorisation de la femme. Effectivement. Mais l'arme à utiliser, c'est la littérature, c'est la science. En somme, c'est l'éducation. Les mots sont le verbe, et le verbe, c'est Dieu, disait Hugo. Amina va mourir, emportant avec elle ce silence-là, ce secret. Ah. Elle était morte socialement et sera morte physiquement. Quel triste sort. En effet. Et par chance, peut-être, nous donnons à Amina la parole dans Silence bruissant pour que son silence puisse être exprimé au moins sur papier. Silence bruissant ne parle pas tout simplement des horreurs qui frappent les femmes. Le poète a un cœur tellement immense. Il aime tout le monde. C'est, je pense, le propre même du poète d'aimer l'humain dans toute sa dimension. Et cet amour, il est fragmenté. La femme comme mère, la femme comme épouse, vous choisissez qui entre elles? Je choisis la femme tout court. Je choisis la femme tout court parce que j'ai besoin de l'ensemble de ces femmes-là pour mon équilibre. C'est pourquoi je les chante toutes. Et il y a cette femme avec qui je rêve de partager une vie, de partager parfois un soir. Il y a cette femme qui est mère, oui. Parce que j'idéalise beaucoup la femme mère, parce que n'ayant réellement connu ma mère qu'à l'âge de 15 ans. Et donc, c'est-à-dire il y a un manque. Il y a un manque que j'essaie de combler à travers toutes les femmes. Toutes les femmes sont mères d'abord pour moi, avant d'être de quelque autre nature. C'est pourquoi je chante aussi la femme mère, je chante la femme mère par moi aussi, celle qui m'a donné 2 enfants. Je chante aussi la femme qui est simplement amie. Donc la femme tout court est objet de mon équilibre. Mais aujourd'hui, Ibrahim Brice Dier Koué, je parlais tout à l'heure de ce silence coupable. Pourquoi la société est-elle complice? Mais elle est complice parce qu'elle veut cacher ses propres tares. Nous avons une société qui n'aime pas que ces tares soient exposées. Dans la rue, souvent, en parlant à des amis, je leur dis que malheureusement, nous sommes une société qui cache une dose d'hypocrisie, et c'est dommage. Et c'est en cachant nos tares, c'est quand la société cache ses tares, finalement, elle expose ses enfants et elle expose des couches assez vulnérables que sont les femmes et les enfants. C'est cela le grand dommage. Et d'ailleurs, vous constituez, vous fabriquez un poème sur ça, Femme dénonce. Parce que je veux que la femme prenne parole, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle s'exprime, il faut briser le silence. Parce que finalement, à force de silence, la femme se met dans la souffrance totale. À force de silence, la femme est détruite. Mais regardez, nos femmes sont-elles réellement heureuses au Sénégal? C'est une question à se poser. Elle est à la recherche de l'époux qui pourra lui faire mal à tout moment. Elle est à la recherche de la satisfaction par procuration parce que pense-t-elle pouvoir être heureuse par elle-même? Mais oui, c'est possible. Malheureusement, cette société lui a dit que Taru Digen Seyle, tu ne pourras réellement être belle dans les guillemets, tu ne pourras être réellement une femme accomplie et complète que dans le cadre du mariage. Et quand on dit mariage, c'est bien sûr parce que l'autre l'aura voulu. Et finalement,
Que veut-elle la femme? Que lui laisse-t-on vouloir à cette femme? Et vous dites que la femme, l'homme n'est pas le maître de la femme. Mais dans le mariage, il y a une relation de maître à esclave. Mais dit d'une manière tacite. Exactement. Effectivement, je suis d'accord, ce qui n'est pas du tout juste. Quand vous célébrez votre mariage à la mairie, on vous dit l'homme doit choisir là où le couple doit vivre. À quel moment laisse-t-on un choix à la femme? On dit à la femme, prends soin de l'homme. Oui. Mais on ne dit jamais à l'homme, prends soin de la femme. Oui. Mais cela est pourtant très contraire aux valeurs réelles qui fondent cette société, oui, qui sont la tradition et même les religions. Je prends le cas de la religion qui est mienne, celle de l'islam. Oui. Interrogeons le comportement du prophète alayhi wa sallam et avec ses épouses. Et nous verrons que nous, en tant que société qui se réclame majoritairement musulmane, nous sommes en train de rater le coche et nous ne sommes pas réellement en train de nous inspirer de ce qui devrait constituer réellement la sunna que l'on devrait suivre. Et le mariage devient ainsi un empire du mensonge. En effet. Dans les deux cas. Il ne faut pas épargner les femmes. Je suis très le matérialisme prend aujourd'hui le dessus sur l'amour. On cherche un mari, on ne cherche pas un amour. Donc à qui la faute? Mais la faute toujours revient à la société. Oui, la femme est coupable parfois. Oui, la femme est parfois coupable. L'avoir est également aujourd'hui un critère de sélection. Effectivement. Très sélective même. Oui, la femme est parfois coupable de matérialisme. La femme est parfois coupable de trahison. La femme est parfois coupable d'énormément de maux. C'est une réalité. Mais, Papa Lune, j'ai encore envie de dire que même dans cette culpabilité de la femme-là, il y a une once de culpabilité de la société qui lui a imposé des règles et que finalement, elle s'y perd ou bien elle s'y conforme et en s'y conformant, devient malheureusement coupable de quelque chose. Une société qui est une prison à ciel ouvert pour ces femmes violentées, vous dites, femme dénonce, battu, laitue, te fais-tu, qu'il te tue. Non, parle, dis les mots de ton corps avec les mots de ton cœur. Quand forcené, il te bat encore et encore, ton silence qui couvre ta rancœur devient faiblesse, maladresse. Sa violence doit être sue de tous avant qu'il ne te tue. Victime, tuez de son ignoble acte qui rompit le sacré de votre pacte. Un mari n'est pas un maître. Les moins, celui qui te maltraite et t'accuse de ton attitude de traître, qui le pousse à aller paître jusqu'à ton entourage ou est vers le pâturage. Mais aujourd'hui, le mariage dans la société sénégalaise n'est pas seulement l'union entre deux personnes, c'est l'union entre deux communautés. Le danger est tellement extérieur et tellement pesant que les deux sont obligés de subir le diktat de l'extérieur. Et c'est ce qui est malheureusement dramatique, je trouve. Oui, c'est l'union entre deux familles, c'est l'union entre deux communautés. Mais cette union entre deux familles, entre deux communautés devrait être source d'enrichissement, pas source de conflit. Malheureusement, la tendance actuelle, c'est que la belle famille, de part et d'autre, est à l'origine des conflits. C'est un problème. Finalement, doit-on repenser à une union juste entre deux êtres ou bien maintenir ce système d'union entre deux familles, entre deux communautés, sachant qu'à l'épreuve de la vie, nous nous rendons compte malheureusement que cette union entre deux familles et deux communautés est plus source de problèmes que source d'apaisement dans le couple. On parle de couple, c'est deux. Oui, c'est deux. Ouais. C'est pas un. C'est pas un. Et ce n'est pas forcément toute une communauté. Ça, c'est l'avis personnel que je donne. Actuellement, le silence est bruissant. Quand est-ce que ce sera le contraire? Quand les combats seront assez menés et porteront leurs fruits, je l'espère, il sera moins bruissant et cessera d'ailleurs d'être un silence. Un point sur la forme. Le Wolof s'introduit royalement dans votre laboratoire d'écriture. Est-ce une manière de dire que nos langues locales devraient exister dans cette mosaïque culturelle? En effet, la présence du Wolof dans ce recueil, Sama Sopé, oui, répond déjà à deux choses. La première, c'est une forme de liberté que je m'accorde dans mon style d'écriture. C'est un élément. Mais l'autre élément, c'est aussi la valorisation effectivement de ces langues nationales-là qui, je le pense encore une fois, devraient faire partie
je dis bien devrait faire partie des socles qui pourraient permettre de propulser notre éducation et même notre système d'enseignement. Elles doivent exister, nos langues locales. En effet. La langue de l'autre ne doit pas exclure la sienne ou bien la nôtre, nos langues locales, qu'importe, le Wolof, le Peul, la Pulaar. Ça doit être polyphonique. Je suis très d'accord. La polyphonie dicte ou bien fait le charme même d'une bonne œuvre poétique. Je suis très d'accord, et c'est d'ailleurs pour cela que dans cette œuvre-là, j'y insère le Wolof. J'aurais pu y mettre le Mankagne, qui est une des langues que je parle. On aurait pu y mettre d'autres langues, et d'ailleurs, il faut penser, comme le font Boubacar Boris et d'autres auteurs, penser à agrandir la production littéraire en langue nationale. Soldats au service de la femme, merci d'avoir partagé avec nous cette expérience. C'est tout à mon plaisir. J'ai été très heureux de vous retrouver, déjà Papa Lune, mais aussi d'être sur ce plateau que nous prenons toujours beaucoup de plaisir à suivre. Un plateau qui se passe au Centre culturel français, dans la médiathèque, l'hôpital des esprits. Moi, présentateur de l'émission Belle Ligne, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro.